Donc je voulais vous parler effectivement de ce que fait Proparco en matière d'investissement et en matière de génération d'impact. Comme vous l'entendiez, effectivement, donc Proparco est la filiale de l'Agence française de développement, qui est spécialisée dans le financement du secteur privé, à la fois en dette et en fonds propres, en fait, puisqu'on a une activité d'investissement qui est de plus en plus importante, avec un portefeuille maintenant de 500 millions d'euros, mais on a un portefeuille de dette qui est encore plus important, puisqu'il représente à peu près 3,5 milliards actuellement. Voilà, donc on a cette double activité dette et fonds propres. Alors, la mission de Proparco, j'allais dire, c'est d'être un impact investor quelque part, puisque au cœur de notre mission, on a de soutenir le développement du secteur privé au profit du développement durable, avec deux finalités principales. La première, c'est de soutenir un développement qui soit respectueux de l'environnement, donc sobre en carbone et globalement préservant l'environnement, et de promouvoir également un développement inclusif, donc qui puisse profiter au plus grand nombre à travers les différents secteurs sur lesquels on intervient. Ça se traduit donc par quelques principes clés. Le premier, c'est qu'on est là pour apporter ce que le secteur privé n'est pas en mesure d'apporter. C'est ce qu'on appelle dans notre petit jargon interne la subsidiarité. Donc on est là pour faire ce que les banques ou ce que les investisseurs privés ne peuvent pas faire. Ça se traduit à la fois à travers l'offre financière, puisque à la fois en dette, on offre notamment des maturités qui peuvent être particulièrement longues, notamment sur le secteur des infrastructures, on peut aller jusqu'à 17-18 ans, en apportant donc bien sûr des fonds propres, des quasi-fonds propres, et puis également sur des dimensions extra-financières, puisque notre objectif, c'est d'avoir une valeur ajoutée que des privés ne peuvent pas forcément avoir, à la fois... C'est très intéressant, mais j'aurais préféré avoir la présentation. Les slides. Voilà, merci. Donc à la fois à travers les dimensions environnementales, sociales, gouvernance, je reviendrai dessus, et à travers la maximisation des impacts de nos projets, et c'est un petit peu donc le cœur de notre sujet aujourd'hui. Un point également important à rappeler, c'est qu'au cœur de notre modèle, on a aussi l'idée d'avoir un effet démonstratif et d'entraînement, c'est-à-dire de pouvoir aller là où le secteur privé ne va pas, ou alors peut-être pas assez, pour entraîner petit à petit le secteur privé dans ces zones-là. Par exemple, dans l'énergie renouvelable, je pense que c'est là aussi très, très marquant. On a pu intervenir sur des premiers projets dans le secteur dans un certain nombre de pays. Et puis les banques commerciales, petit à petit, ont fini par prendre le relais. Voilà. Donc il y a cet effet démonstratif et catalyseur qui est également important. Alors, j'imagine que c'est un aspect dont vous avez pas mal parlé ce matin, qui est finalement, alors si au cœur de notre mission, on veut avoir des impacts, évidemment, il faut pouvoir les mesurer. Alors, c'est quelque chose qui nous a beaucoup occupé ces dernières années pour progresser sur cette dimension-là. On a notamment adopté un outil de mesure des résultats et des impacts qui s'appelle le GPR. Je ne vous dis pas ce que ça veut dire parce que c'est de l'allemand et donc ça serait assez compliqué. Mais donc l'idée, c'est que c'est une grille avec un grand nombre d'indicateurs qui nous permet en fait de noter nos projets sur différentes dimensions du développement et du développement durable. Donc depuis 2007-2008, on mesure en fait systématiquement les résultats de nos projets. On l'a fait dans un premier temps ex ante, donc dans une optique d'aide à la décision, de dire quand on fait nos projets, on veut pouvoir anticiper ce que ces projets vont pouvoir générer comme résultat. Et puis petit à petit, on l'a fait en suivi, donc en se posant la question par rapport aux résultats qu'on avait escomptés au départ, finalement, qu'est-ce que ces projets ont réellement généré comme résultat et comme impact. Et ce qui est encourageant, c'est que durant les premières années pendant lesquelles on a fait cet exercice, on s'est aperçu qu'en fait, les résultats générés par les projets étaient plutôt supérieurs à ce qu'on avait escompté. Donc on avait été peut-être assez conservateur en fait dans l'appréciation ex ante de ces résultats et qu'in fine, on était plutôt au-dessus de ce qu'on avait prévu. Alors bien sûr, il y a plein d'indicateurs, donc certains sont au-dessus, certains sont en dessous, mais globalement, en tout cas, on a plutôt bien estimé au départ les résultats de nos projets. Alors l'objectif ultime de cette démarche, c'est aussi bien sûr de pouvoir rendre compte de l'impact de ce qu'on fait.
Et puis, in fine, peut-être encore plus important, de pouvoir influer sur nos stratégies sectorielles et géographiques, c'est-à-dire d'être capable de dire, finalement, notre objectif, c'est bien de générer, en matière d'impact, X emplois, X personnes reliées à l'électricité. Et ça, ce n'est qu'à partir d'une démarche de mesure des résultats qu'on peut petit à petit définir ces objectifs de résultats et d'impact. Voilà, alors ça c'est bon, juste une illustration de nos impacts qu'on a pu mesurer sur la période 2011-2014. Alors là, pour le coup, en ex-ante, et qui recouvre des dimensions qui sont évidemment importantes dans notre mission, toute la dimension création d'emplois, avec donc 480 000 emplois gérés, toute la dimension soutien aux revenus des États, puisque bien sûr le rôle du secteur privé est important dans le développement, mais il y a aussi plein de choses que le secteur privé ne peut pas faire et qui incombent à la mission des États. Donc génération de recettes fiscales, toute la dimension bien sûr climat qui est très importante pour nous, puisque dans notre activité on a l'objectif d'avoir un tiers de nos projets qui ont des impacts positifs sur le changement climatique. Et puis, dernière dimension donc, de soutien à nos entreprises en matière de démarche environnementale et sociale, j'y reviendrai. Donc sur cette période-là, on a amélioré donc, la performance de 125 entreprises sur ces dimensions-là. Sachant que ça veut dire que les autres avaient déjà des démarches a priori satisfaisantes. Alors ça, j'y reviendrai peut-être un peu plus tard. Voilà, c'était peut-être pour vous dire quelques mots de cette démarche en matière environnementale et sociale. En fait, elle repose sur deux piliers, un pilier maîtrise des risques et un pilier valeur ajoutée, donc maximisation des impacts. La partie maîtrise des risques, je pense qu'on voit assez bien ce que ça peut recouvrir. Donc on cherche à éviter des impacts négatifs sur l'environnement ou sur les populations, avec une mise en conformité avec la réglementation locale quand on est sur des projets relativement peu risqués sur ces dimensions-là, ou une conformité avec les standards internationaux, notamment avec les performance standards de la SFI, quand on est sur des projets plus risqués sur ces dimensions environnementales et sociales. Donc c'est des standards qui sont quand même de très haut niveau et qui concernent quand même un grand nombre de nos projets, puisque environ 2/3 de nos projets sont classés en A ou en B+. Et donc sur tous ces projets-là, on va aller sur ce niveau d'exigence au niveau des standards environnementaux. Le deuxième pilier, qui est tout aussi important bien sûr, c'est il faut bien sûr maîtriser les risques, mais il faut aussi créer de la valeur à travers nos projets sur ces dimensions-là. Ça peut passer par différentes choses, des certifications, le développement de politiques spécifiques, par exemple en matière de protection des clients. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui est particulièrement important dans le secteur de la microfinance, par exemple. Une démarche d'amélioration de l'accessibilité des biens, ça c'est particulièrement important quand on intervient dans la santé ou dans l'éducation, puisqu'on est toujours sur des projets secteur privé, donc il faut qu'on s'assure que malgré tout, ces services restent accessibles, ou qu'en tout cas il y a des efforts qui sont faits pour les rendre le plus accessible possible. Et puis également une attention et des efforts en matière d'amélioration des revenus dans la chaîne de valeur. Ça c'est bien sûr important quand on est sur des projets agro-industriels qui peuvent travailler avec des fournisseurs, des petits producteurs, où on va s'intéresser à toute la chaîne d'approvisionnement pour vérifier que le prix payé aux producteurs donc, est satisfaisant. Voilà, donc sur toute cette démarche, et je vous donnerai quelques exemples pour l'illustrer. Alors, autre point qui est important, et encore plus quand on parle d'investissement, c'est qu'on a aussi développé ces dernières années une démarche en matière de gouvernance quand on investit en fonds propres, en direct. Ça fait suite d'ailleurs à un engagement qui a été signé par un grand nombre de DFI, et y compris d'ailleurs de banques privées à Washington il y a quelques années, et qui visait à promouvoir des standards un petit peu harmonisés en la matière. Et donc notre idée, c'est qu'à travers le renforcement de la gouvernance des sociétés, on peut également contribuer à les rendre plus solides et mieux dirigées. Donc ça recouvre un certain nombre de dimensions. Je ne vous les détaille pas, elles sont bien décrites ici.
Et c'est vraiment une dimension importante pour nous parce qu'en fait, on a découvert que dans nos investissements qui se passaient mal, il y en avait quand même beaucoup pour lesquels des problèmes de gouvernance étaient à la source des problèmes. Donc c'est un aspect auquel on prête une attention particulière et qui a des impacts finalement sur un grand nombre de dimensions de l'entreprise, puisque ça peut concerner aussi bien le fonctionnement du conseil d'administration que toute la partie système de gestion et reporting. Alors, il y a peut-être un aspect qui vient moins spontanément à l'esprit, mais qui nous semble important à souligner. C'est toute cette dimension lutte anti-blanchiment, lutte contre le financement du terrorisme et lutte contre la corruption. Je vous décris pas ce que ça peut avoir comme conséquences extrêmement négatives sur les pays et sur les sociétés dans lesquelles on travaille. Et là aussi, c'est un aspect important sur lequel on travaille beaucoup, j'allais dire notamment à travers le secteur bancaire et notamment à travers les fonds d'investissement, puisque finalement, en faisant en sorte que ces fonds et ces banques adoptent des pratiques qui sont conformes aux standards internationaux, on va avoir un impact non seulement au niveau d'une société, mais en fait au niveau de tous les clients de la banque ou de toutes les sociétés qui sont dans le portefeuille du fonds. Et pour avoir donc un impact, j'allais dire, macroéconomique ou en tout cas important, il nous semble particulièrement important que ces intermédiaires financiers puissent être aussi vigilants qu'on peut l'être sur ces dimensions-là. Alors, quelques exemples pour peut-être donner un petit peu de chair à mon propos sur ce qu'on a pu faire avec nos clients et avec les sociétés de notre portefeuille. Le premier exemple, c'est la Bank of Africa, qui est un partenaire ancien de Proparco, puisque c'est une banque qu'on a accompagnée au moment de sa création, une banque panafricaine, qui a été reprise par la BMCE il y a quelques années. On leur a fourni une assistance technique il y a quelques années, justement pour mettre en place toute une démarche en matière de maîtrise des risques environnementaux et sociaux. Donc ça recouvrait à la fois la mise en place d'une procédure, d'une politique, pour que là aussi la banque puisse avoir une politique en fait similaire à celle de Proparco sur ces dimensions-là. Ça implique le recrutement de personnes qualifiées, la formation également des équipes. Et l'idée, au bout du compte, c'est que cette banque, dans tous les projets qu'elle va pouvoir financer, elle va avoir la même démarche que nous en matière d'évaluation des risques environnementaux et sociaux et de maîtrise de ces risques. Alors, c'est bien sûr particulièrement important parce que c'est un groupe panafricain, donc toute cette politique est en train d'être déployée dans l'ensemble de leurs filiales. Voilà, donc ça a un impact important sur tous les pays dans lesquels la Bank of Africa peut être présente. Alors, l'autre exemple, c'est une société, pour le coup, dans laquelle on a investi à travers notre fonds FISEA, qui est une société de microfinance, Advance. Advance, c'est un réseau, comme vous le savez, d'institutions de microfinance. On a investi à la fois au niveau de la holding et au niveau de la filiale en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, on a souhaité les accompagner plus spécifiquement sur un programme dans le secteur du cacao, qui en fait au départ est un projet de l'ONG Technoserve, Cocoa Livelihood Project, qui vise à améliorer les revenus des producteurs de cacao en Afrique de l'Ouest, y compris en leur assurant l'accès à des crédits pour financer l'achat d'intrants. Et c'est là-dessus que Advance joue un rôle, puisque finalement, ils vont fournir un financement pour permettre à ces producteurs et à ces coopératives de pouvoir financer les intrants. On a donc bâti cette assistance technique pour leur permettre de mettre en œuvre ce nouveau produit, en fait, qui n'existait pas auparavant dans leur gamme d'outils, et qui leur a permis donc de recruter et de former une personne qui développe ce nouveau programme de financement en faveur des coopératives agricoles. Voilà. Et puis on avait un dernier exemple, alors qui est peut-être intéressant aussi parce que justement il touche spécifiquement à la mesure d'impact, qui est un fonds d'investissement qui intervient donc exclusivement dans le secteur de la santé en Afrique, Africa Health Fund, qui est géré par Oreos.
dans lequel il y a un effort d'assistance technique assez important qui a été consenti par les bailleurs, donc à la fois par FISEA et par la SFI et la Fondation Gates. Et cette assistance technique, elle avait un double objectif, à la fois de soutenir les sociétés dans lesquelles le fonds investissait. Donc vous avez ici listé les différentes sociétés qui ont pu bénéficier de cette assistance technique, et qui avait également pour objectif de renforcer la mesure des impacts au niveau du fonds, puisque une des thèses d'investissement du fonds, c'était précisément d'atteindre des populations à bas revenus. Et donc l'idée était de pouvoir doter le fonds d'outils et de procédures et d'expertise externe qui lui permettaient de mesurer ces impacts plus précisément. Voilà, donc c'était pour illustrer un petit peu toute la démarche qu'on peut avoir en matière d'impact et de maximisation de ces impacts. Peut-être le dernier point qui est important à retenir sur ces quelques exemples, c'est que ces instruments d'assistance technique, ils sont en fait particulièrement utiles pour pouvoir travailler sur ces dimensions-là, à la fois sur les aspects mesure des impacts et pour pouvoir renforcer justement l'impact que peuvent avoir les fonds, les banques et les sociétés qu'on peut financer à travers nos outils.